La piste du crime par Wilkie Collins. Partie 10 du livre audio. 34. Gleninch. Je trouvai Benjamin à l'hôtel. Il était plongé dans la lecture d'un petit journal et absorbé dans l'étude d'une des énigmes offertes au lecteur. Mon vieil ami était grand amateur de ces devinettes et avait gagné toutes sortes de petits prix par son habileté à arriver à la vraie solution de ces problèmes. En temps ordinaire, il eût été inutile d'essayer d'attirer son attention alors qu'il se consacrait à son plaisir favori. Mais l'intérêt qu'il prit à écouter le résultat de mon entrevue avec l'homme de loi fut plus vif que celui qu'il prenait à déchiffrer l'énigme qui était devant lui. Il plia le journal aussitôt que j'entrai et me demanda vivement : « Quelle nouvelle, Valéria ? Quelle nouvelle ?» En lui racontant ce qui s'était passé, il va sans dire que je respectais la confiance que M. Playmore m'avait témoignée. Pas un mot ayant trait aux horribles soupçons de l'homme de loi quant à Miserrimus Dexter ne sortit de mes lèvres. « Ah ah !» dit Benjamin avec satisfaction. « L'homme de loi pense, comme moi, que vous commettriez une véritable imprudence en retournant chez M. Dexter. C'est un homme d'un grand bon sens. Et vous allez suivre, pour sûr, le conseil de M. Playmore, quoique vous n'ayez pas voulu entendre le mien. »« Il faut me pardonner, mon vieil ami, dis-je en répondant à Benjamin. J'ai bien peur d'en être arrivé, après toutes mes épreuves, à me convaincre que je ne suis capable de suivre les conseils de personne. En venant ici, j'étais bien résolu, je vous l'assure, à me laisser guider par M. Playmore. Nous n'aurions pas fait ce long voyage si je n'avais pas eu cette ferme résolution. J'ai fait de mon mieux pour me montrer docile et sensé. Mais il y a en moi quelque chose qui résiste à tous les raisonnements. J'ai bien peur, en un mot, de ne pouvoir m'empêcher de retourner chez Dexter. Benjamin lui-même perdit patience cette fois. « Toutes les eaux de l'océan !» s'écria-t-il. « Ne blanchirait pas un nègre. Dans votre enfance, vous étiez bien la plus obstinée petite fille qu'on pût voir. Ah, tenez, nous aurions aussi bien fait de ne pas quitter Londres. »« Non, repris-je, maintenant que nous sommes venus à Édimbourg, nous verrons quelque chose d'intéressant. Pour moi, du moins. Que nous n'aurions jamais vu. Si nous n'avions pas quitté Londres. »« Et quoi donc ? » ?»« La maison de mon mari n'est qu'à quelques milles d'ici. Demain, nous irons à Gleninch. »« Là où la pauvre dame a été empoisonnée ? » demanda Benjamin d'un air de tristesse. « C'est de cette résidence que vous entendez parler ? » ?»« Oui. J'ai besoin de voir la chambre dans laquelle elle est morte. J'ai besoin de parcourir toute la maison. » Benjamin cacha sa tête entre ses mains. « Je fais tout ce que je peux, dit-il, pour comprendre la nouvelle génération, mais je n'y arrive pas. La nouvelle génération est décidément au-dessus de mon intelligence. » J'écrivis à M. Playmore au sujet de ma visite à Gleninch. La maison où s'était passée la tragédie qui avait flétri la vie de mon mari avait, à mes yeux, plus d'intérêt que toutes les maisons du globe habitées. La perspective de visiter Gleninch avait été pour beaucoup, il faut le dire, dans ma détermination d'aller consulter l'homme de loi d'Édimbourg. J'envoyai ma lettre à M. Playmore par un messager et j'en reçus la plus bienveillante réponse. Si je voulais attendre l'après-midi, m'écrivit-il, il se débarrasserait de ses affaires de la journée et viendrait nous chercher dans sa voiture. L'obstination de Benjamin, malgré son air tranquille, était capable, dans certains cas, de lutter avec la mienne. Il s'était mis dans l'esprit, lui, homme de la génération passée, qu'il n'avait rien à voir à Gleninch. Pas un mot à ce sujet ne sortit de sa bouche jusqu'au moment où la voiture de M. Playmore s'arrêta devant la porte de l'hôtel. Alors seulement Benjamin se rappela qu'il avait à Édimbourg un de ses vieux amis. « Veuillez m'excuser, Valéria, me dit-il. Mon vieil ami Saunders m'en voudrait beaucoup si je ne dînais pas avec lui aujourd'hui. » À part les souvenirs qui, pour moi, s'y rattachaient, Gleninch n'avait rien en soi qui pût intéresser un voyageur. La campagne environnante était belle et bien cultivée,
Mais c'était tout. Le parc, aux yeux d'un Anglais, était sauvage et mal entretenu. La maison datait de 70 à 80 ans. L'extérieur était aussi dépourvu d'ornements qu'une manufacture et aussi morne d'aspect qu'une prison. À l'intérieur, du grenier au rez-de-chaussée, la lugubre désolation d'une habitation abandonnée pesait sur l'âme. La maison était restée fermée depuis le procès. Un seul couple âgé, le mari et la femme, en avait les clés et la garde. Le mari secoua silencieusement la tête en signe de douloureuse désapprobation quand il nous vit pénétrer dans les appartements et que M. Playmore lui ordonna d'ouvrir les portes et les fenêtres et de laisser la lumière pénétrer dans ce sombre et désert intérieur. Le feu était cependant allumé dans la bibliothèque et dans la galerie de tableaux pour préserver de l'humidité les toiles et les livres. Et en voyant la joyeuse flamme que projetaient ces deux foyers, on avait de la peine à ne pas s'imaginer que les hôtes de la maison filaient venir s'y réchauffer. En montant à l'étage supérieur, je vis les chambres que le compte-rendu du procès m'avait rendues familières. J'entrai dans le petit cabinet d'études, où je vis de vieux livres sur les tablettes et où manquait toujours la clé égarée de la porte qui donnait entrée dans la chambre à coucher. Je regardais le lit dans lequel la malheureuse châtelaine de Glenitch avait souffert et était morte. Ce lit était resté à sa place et le sofa où la garde avait cherché quelques moments de repos était encore au pied du lit. Le bureau en bois des Indes, dans lequel le chiffon de papier, avec quelques grains d'arsenic, avait été trouvé, contenait toujours sa petite collection de curiosités. Je fis mouvoir sur son pivot la table de malade, sur laquelle madame Eustache Macallan prenait ses repas et écrivait ses vers. La pauvre âme. Cette chambre était sombre et triste, et l'air en était pesant et comme chargé encore de miasmes mortels. Je fus bien aise d'en sortir. Je jetai un coup d'œil, en passant, sur la chambre qu'Eustache avait occupée dans le corridor des chambres d'amis. C'était la chambre à coucher à la porte de laquelle Miserrimus Dexter avait attendu et épié. Je revoyais là le parquet de chêne qu'il avait parcouru en sautant sur ses mains pour suivre les traces de la femme de chambre revêtue du manteau de sa maîtresse. Partout où j'allais, le fantôme de la morte ou celui de l'absent ne cessait de me poursuivre. Partout où j'allais, l'horrible solitude de la maison me faisait entendre son effroyable voix muette qui disait « Je garde le secret du poison. Je cache le mystère de la mort. » L'oppression que j'éprouvais devint intolérable. J'aspirais à revoir le ciel pur, à respirer l'air frais du dehors. Mon compagnon s'en aperçut et me comprit. « Venez, me dit-il, assez de la maison. Allons faire un tour de jardin. » Dans la calme demi-obscurité de la soirée, nous nous mîmes à parcourir les allées bordées d'arbrisseaux. En errant çà et là, nous parvînmes au jardin de la cuisine, dont une petite portion seulement était cultivée par le vieux gardien et sa femme, pendant que tout le reste n'était qu'un champ couvert de mauvaises herbes. Au-delà du jardin, et séparé par une palissade en planches peu élevées, s'étendait un vaste terrain bordé de trois côtés par des arbres. Dans un coin écarté de ce terrain, mes yeux s'arrêtèrent sur quelque chose d'assez commun partout, un simple tas d'ordures. Son volume et la singulière place qu'il occupait attirèrent, je ne sais pourquoi, ma curiosité. Je m'arrêtai, et je regardais cet amas de poussière, de cendres, de débris de faïence et de vieilles ferrailles. Ici, un chapeau hors d'usage, là, de vieilles bottines déchirées, et répandues tout autour, des monticules épars de vieux papiers et de vieux chiffons. « Qu'est-ce que vous examinez donc là ?» me demanda M. Playmore. « Tout bonnement ce tas d'ordures. »« Ah !» fit-il en riant, « dans la méticuleuse Angleterre, vous feriez assurément transporter au loin tous ces débris. En Écosse, nous ne nous en inquiétons guère, pourvu que leur odeur n'arrive pas jusqu'à la maison. D'ailleurs, en les épluchant, on en utilise une partie comme fumier pour le jardin. Ici, l'endroit est désert et ils ont chance d'y rester longtemps. Toute chose, à Glenitch,
y compris ce tas d'ordures, attend que la nouvelle châtelaine vienne remettre le bon ordre partout. Un de ces jours, vous pouvez être reine ici. Qui sait? Je ne reverrai jamais Gleynitch, dis-je. Jamais est un bien long jour, et le temps réserve à chacun de nous ses surprises. Nous nous éloignâmes et nous marchâmes en silence jusqu'à la porte du parc où la voiture nous attendait. En revenant à Édimbourg, M. Playmore dirigea la conversation sur des sujets absolument étrangers à ma visite à Gleynitch. Il voyait que j'avais besoin de détendre ma pensée et, à force de bonne humeur, il réussit à me distraire. Ce n'est que, quand nous fûmes près de la ville, qu'il me parla de mon retour à Londres. « Avez-vous fixé le jour de votre départ d'Édimbourg ?» me demanda-t-il. « Nous quittons Édimbourg, dis-je, par le train de demain matin. »« Et vous ne voyez toujours pas de raison pour modifier l'opinion que vous m'avez exprimée hier ? Est-ce pour cela que vous êtes si pressé de partir ? » « J'ai bien peur que oui, monsieur Playmore. Quand je serai plus vieille, je serai plus sage. En attendant, je ne puis qu'implorer votre indulgence, si je commets une grosse bévue en persistant dans ma manière de voir. » Il sourit doucement et me serra la main. Puis, tout d'un coup, il changea de manière et me regarda gravement. « C'est la dernière occasion que j'ai de vous parler avant votre départ, dit-il. Puis-je le faire librement ? Aussi librement qu'il vous plaira, monsieur Playmore. Quoi que vous puissiez me dire, vous ne ferez qu'ajouter à ma reconnaissance pour vos bontés. J'ai à vous dire peu de choses, madame Eustache, et ce peu commencera par une recommandation de prudence. Vous m'avez dit hier qu'à votre dernière visite à Miserrimus Dexter, vous étiez allé seul chez lui. Ne recommencez pas l'épreuve. Prenez quelqu'un avec vous. Pensez-vous donc que j'ai à courir quelque danger, si j'y vais seule ? Non, dans le sens ordinaire de ce mot. Je pense seulement que la présence d'un ami peut être utile pour maintenir dans de justes limites la témérité de Dexter, qui est l'homme le plus impudent qui soit. Donc, je le répète, si quelques propos méritant d'être rappelés et notés pouvaient, dans la conversation, sortir de sa bouche, un ami vous serait utile comme témoin. À votre place, je me ferais accompagner par un témoin qui pourrait prendre des notes. Mais je suis homme de loi, et j'ai l'habitude, en cette qualité, de faire une montagne d'un grain de sable. Laissez-moi simplement vous recommander de vous faire accompagner dans votre prochaine visite chez Dexter. Et, ajoutait-il, tenez-vous en garde contre vous-même, si l'entretien roule sur mademoiselle Bolly. Me tenir en garde contre moi-même ? Que voulez-vous dire par là ? Un peu de pratique m'a appris, ma chère madame Eustache, à pénétrer les petites faiblesses de la nature humaine. Vous êtes tout naturellement disposé à la jalousie envers madame Bolly, et, conséquemment, vous n'êtes pas en pleine possession de votre excellent bon sens. Quand Dexter se sert de cette dame pour vous mettre un bandeau sur les yeux. Est-ce que j'ai parlé par trop franchement ? Certainement non. J'éprouve toujours quelque humiliation de me sentir jalouse de madame Bolly. Ma vanité en souffre terriblement, quand j'y pense. Mais mon bon sens se rend à l'évidence. Je dois reconnaître que vous avez raison. Je suis charmé de voir que, sur un point, du moins, nous sommes d'accord, ajouta M. Playmore, non sans un grain d'ironie. Je ne désespère pas encore de vous convaincre sur un autre point, beaucoup plus sérieux, qui nous divise encore. Je vais plus loin. Si vous n'y mettez pas obstacle, je compte que Dexter lui-même m'aidera. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Comment Miserrimus Dexter pouvait-il l'aider en cela ou en toute autre chose ? Vous avez le dessein, continua-t-il, de répéter à Dexter tout ce que Lady Clarinda vous a dit sur madame Bolly. Et vous regardez comme probable qu'il en sera écrasé, comme vous l'avez été vous-même. Je vais aventurer à ce sujet une petite prophétie. Je vous prédis que Dexter trompera votre attente. Bien loin de laisser voir aucun étonnement, il vous dira hardiment que vous avez été la dupe de récits faux, inventés à dessein, et mis en avant exprès par madame Bolly pour dissimuler son crime. Maintenant, dites-moi,
S'il essaye réellement de faire revivre ainsi vos soupçons contre cette bien innocente femme, est-ce que cela n'ébranlera pas un peu votre confiance dans votre propre opinion ? Cela détruira entièrement ma confiance dans ma propre opinion, monsieur Playmore. Très bien. J'espère que vous m'écrirez dans l'un ou l'autre cas. Et je crois que nous nous trouverons du même avis avant la fin de la semaine. Gardez vis-à-vis de Dexter un secret absolu sur ce que je vous ai dit hier. Ne faites même pas mention de mon nom, quand vous le verrez. Pensant de lui ce que j'en pense en ce moment, j'aimerais mieux serrer la main du bourreau que la main de ce monstre. Que Dieu vous garde. Tels furent les adieux de M. Playmore en me laissant à la porte de l'hôtel. Bienveillant, gai, habile, mais comme il était facilement prévenu, comme il était horriblement obstiné dans la défense de son opinion. Et quelle opinion ? J'en frémis quand j'y pense. 35. La prophétie de M. Playmore. Le lendemain, Benjamin et moi, nous étions à Londres, entre 8 et 9 heures du soir. Strictement méthodique dans toutes ses habitudes, Benjamin avait télégraphié d'Édimbourg à sa ménagère de tenir le souper prêt pour 10 heures et d'envoyer au-devant de nous, à la station, le cocher qu'il employait d'ordinaire. Quand nous arrivâmes à la villa, nous fûmes obligés d'attendre un moment pour atteindre la porte qu'embarrassait un poney-chaise. La voiture s'écarta lentement, menée par un homme de mine rébarbative et la pipe à la bouche. N'eût été cet homme, il m'eût semblé que le poney-chaise n'était pas nouveau à mes yeux, mais je n'y fis pas autrement attention. La respectable vieille bonne de Benjamin ouvrit la porte du jardin et poussa, à la vue de son maître, une si bruyante exclamation de joie qu'elle me fit tressaillir. « Dieu soit béni, monsieur !» s'écria-t-elle. « Je pensais que vous ne reviendriez jamais. »« Tout va bien ?» demanda Benjamin de son ton calme et imperturbable. La ménagère, toute tremblante, fit cette énigmatique réponse. « Je suis sans dessus-dessous, monsieur, et incapable de dire si tout va bien ou si tout va mal. Il y a quelques heures, un homme étrange est venu ici et m'a demandé. » Elle s'arrêta, tout effarée, regarda un moment son maître d'un air hagard. Puis, s'adressant soudain à moi, « Il m'a demandé quand vous seriez de retour, madame. » Je lui ai dit ce que mon maître avait télégraphié. Et là-dessus, « Attendez un peu, » a dit l'homme, « je vais revenir. » Il est revenu, au bout d'une minute ou au plus, portant dans ses bras quelque chose qui m'a glacé le sang et m'a fait trembler de la tête aux pieds. Je sais bien que j'aurais dû l'empêcher d'aller plus loin, mais je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes, à plus forte raison, le mettre à la porte. Il est donc entré, sans ou avec votre permission, monsieur Benjamin. Il est entré, avec la chose, dans ses bras. Il l'a portée dans votre cabinet, et cela y est resté jusqu'à présent. Et cela y est encore. Je me suis adressée à des agents de police, mais ils n'ont pas voulu venir. Qu'est-ce que je pouvais faire alors ? Ma pauvre tête n'y était plus. Pour vous, n'entrez pas, madame, vous seriez effrayée jusqu'à en perdre la raison. Oui, vous le seriez pour sûr, madame. Je persistais à entrer néanmoins. Je me rappelais à présent le poney-chaise, et je commençais à entrevoir le mystère, inintelligible à la pauvre bonne. J'entrai dans la salle à manger, où le souper était déjà servi, et par la porte entrebâillée, je jetai un coup d'œil dans le cabinet de Benjamin. Ce qui était là, c'était bien réellement Misérimous Dexter. Misérimous Dexter était là, vêtu dans sa jaquette rose et à moitié endormi dans le fauteuil de Benjamin. Aucun couvre-pied ne cachait son horrible difformité. Rien n'avait été sacrifié aux idées conventionnelles dans son costume. Je pus facilement comprendre que la pauvre vieille bonne eût tremblé de la tête aux pieds en parlant de lui. « Valéria !» me dit tout bas Benjamin en montrant des doigts le phénomène étendu dans son fauteuil. « Qu'est-ce que cela ? Une idole hindoue ou un être humain ?» J'ai déjà dit que Misérimous Dexter avait la finesse d'oreille d'un chien. Il fit voir en ce moment qu'il en avait aussi le sommeil léger. Si bas que Benjamin eût parlé, sa voix le réveilla,
Il se frotta les yeux avec le sourire innocent d'un enfant qui sort d'un sommeil tranquille. « Comment vous portez-vous, madame Valéria ?» dit-il. « Je m'étais un peu assoupi. Vous ne savez pas combien je suis heureux de vous revoir. Qu'est-ce que ce monsieur ?» Il se frotta de nouveau les yeux et les fixa sur Benjamin. Ne sachant trop que faire, je présentai mon visiteur au maître de la maison. « Pardonnez-moi de ne pas me lever, monsieur, » dit Misérimous Dexter. « Je ne puis me tenir debout, je n'ai pas de jambes. Je crois m'apercevoir que j'occupe votre fauteuil. Si j'ai commis une indiscrétion, soyez assez bon pour fourrer sous moi votre parapluie et me jeter par terre. Je tomberai sur mes 2 mains, et je ne vous en voudrais pas. Je me soumettrai à une culbute et à une réprimande. Mais, je vous en prie, ne m'arrachez pas le cœur en me mettant à la porte. Cette belle dame qui est là se montre très cruelle quelquefois, monsieur, quand un accès lui prend. Elle s'en est allée en voyage, au moment où j'avais le plus grand besoin d'obtenir d'elle un court entretien. Elle s'en est allée et m'a laissé là, dans mon isolement et dans mon anxiété. Je suis un pauvre estropié qui a un cœur chaud et en même temps une insatiable curiosité. Une insatiable curiosité, je ne sais si vous en avez jamais senti l'aiguillon, est une malédiction véritable. Je l'ai maîtrisée jusqu'à ce que j'ai senti que ma cervelle allait entrer en ébullition. Alors, j'ai fait venir le jardinier, et je lui ai commandé de me conduire ici. Je suis bien ici. L'air de votre cabinet me calme. La vue de madame Valéria est un baume sur la blessure de mon cœur. Elle a quelque chose à me dire, quelque chose que je meurs d'envie d'entendre. Si elle n'est pas trop fatiguée de son voyage, et si vous voulez bien lui permettre de m'en instruire, je vous promets de me retirer aussitôt qu'elle aura fini. Cher monsieur Benjamin, vous paraissez le refuge des affligés. Je suis un affligé. Donnez-moi la main en bon chrétien et laissez-moi ici. » Il tendit la main à Benjamin. Ses doux yeux bleus avaient pris une expression d'humble prière. Complètement stupéfait de l'étonnante harangue qui lui avait été adressée, Benjamin mit sa main dans la main qui lui était tendue, de l'air d'un homme qui rêve. « Portez-vous bien, monsieur ?» dit-il machinalement. Puis il tourna les yeux vers moi, comme pour savoir ce qu'il avait à faire. « Je comprends, monsieur Dexter, » lui dis-je tout bas. « Laissez-moi avec lui. » Benjamin jeta un dernier regard d'effarement sur l'objet qui occupait son fauteuil. Il salua avec cette politesse instinctive qui ne l'abandonnait jamais, et, toujours de l'air d'un homme qui rêve, il se retira dans la pièce voisine. Laissés en tête-à-tête, nous nous regardâmes, Dexter et moi, en gardant dans le premier moment le silence. Était-ce l'effet de cette inépuisable indulgence qu'une femme tient en réserve pour celui qui avoue avoir besoin d'elle, ou bien le souvenir de l'affreux soupçon que M. Playmore avait conçu contre Dexter prédisposait-il pour l'instant mon cœur à un sentiment de compassion pour le malheureux. Tout ce que je sais et tout ce que je peux dire, c'est que j'eus pitié de Misérimous Dexter. Je lui ai épargné les reproches que je n'aurais pas manqué d'adresser à tout autre individu de ma connaissance qui aurait pris la liberté de s'installer ainsi, sans y être invité, dans la maison de Benjamin. Dexter fut le premier à parler. « Lady Clarinda a détruit votre confiance en moi, » dit-il tout d'abord, d'une voix étrange. « Lady Clarinda n'a rien fait de pareil, » répliquai-je. « Elle n'a pas essayé d'influencer mon opinion. J'avais réellement besoin de quitter Londres. Ne vous l'ai-je pas dit ?» Il soupira et ferma les yeux d'un air satisfait, comme un homme délivré du poids d'une lourde inquiétude. « Soyez bonne pour moi, » dit-il. « Ne vous bornez pas à ce peu de mots. J'ai été si malheureux en votre absence. » Il rouvrit ses yeux, qu'il fixa sur moi avec l'expression du plus vif intérêt. « N'êtes-vous pas trop fatigué de votre voyage ?» continua-t-il. « Ah, j'ai soif de savoir ce qui s'est passé au dîner du Major. Mais n'est-il pas bien cruel de ma part de vous le dire, quand vous n'avez pris aucun repos depuis votre arrivée? Une seule question pour ce soir. J'attendrai à demain pour le reste. Que vous a dit Lady Clarinda sur Madame Bowley? Vous a-t-elle appris tout ce que vous désiriez savoir? »
Tout et plus encore. Quoi? 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 S'écria-t-il avec une fébrile impatience. La prévision de M. Playmore allait-elle, oui ou non, se réaliser? Dexter persisterait-il à vouloir m'abuser et se garderait-il de laisser voir aucun signe d'étonnement quand je lui répéterais ce que Lady Clarinda m'avait dit de Madame Bowley? Je résolus de faire subir à la prédiction la plus décisive des épreuves. Sans un seul mot de préface ou de préparation, j'entrai en matière aussi brusquement que possible, et je dis à Dexter: « La personne que vous avez vue dans le corridor, ce n'était pas Madame Bowley. C'était sa femme de chambre, portant son manteau et son chapeau. Madame Bowley n'était pas même dans la maison. Elle était restée à Édimbourg, où elle assistait à un bal masqué. Voilà ce que la femme de chambre a dit à Lady Clarinda, et voilà ce que Lady Clarinda m'a répété. » J'avais une telle hâte de savoir si M. Playmore avait eu raison, et s'il fallait réellement soupçonner du crime ce malheureux Dexter, que je débitais ma phrase à brûle-pourpoint, tout d'un trait, et aussi rapidement que les mots purent sortir de mes lèvres. Miserrimus Dexter démentit absolument la prédiction de M. Playmore. Il eut comme un soubresaut. Ses yeux s'ouvrirent tout grands d'étonnement. « Répétez-moi cela !» s'écria-t-il. « Je n'ai pas bien compris du premier coup. Je ne reviens pas de ma surprise. » J'étais plus que satisfaite de ce résultat. C'était pour moi un vrai triomphe. Pour cette fois, j'avais réellement quelques raisons d'être contente de moi. Je m'étais rangée du côté charitable et miséricordieux dans ma discussion avec M. Playmore, et je m'en trouvais récompensée. Je pouvais rester dans la même chambre que Miserrimus Dexter avec la pleine et calme assurance que je ne respirais pas le même air qu'un empoisonneur. Ma visite à Édimbourg n'avait donc pas été perdue. En répétant à Dexter, conformément à son désir, ce que je lui avais déjà dit, je pris soin d'ajouter les détails qui donnaient au récit de Lady Clarinda la consistance et la certitude. Dexter m'écouta d'un bout à l'autre avec une attention qui lui permettait à peine de respirer, répétant çà et là les mots qu'il venait d'entendre, comme pour les imprimer plus sûrement et plus profondément dans sa mémoire. « Qu'y a-t-il à dire? Qu'y a-t-il à faire ?» demanda-t-il avec un regard de découragement. « Je ne puis me refuser à croire cela. Si singulier que cela soit, du commencement à la fin, cela semble absolument vrai. » Qu'aurait pensé M. Playmore s'il avait entendu ces mots? Je lui rendais la justice de croire qu'il se serait senti honteux de lui-même, au fond de son cœur. « Il n'y a rien autre chose à dire, répliquai-je, sinon que Madame Bowley est innocente, et que vous et moi, nous avons été bien injustes envers elle. N'êtes-vous pas de mon avis? » « Je suis entièrement de votre avis, » me répondit Dexter, sans un instant d'hésitation. « Madame Bowley est innocente. La défense, devant la cour, était, après tout, dans le vrai. » Puis il croisa les bras avec complaisance, de l'air d'un homme parfaitement satisfait de n'avoir plus à se préoccuper de cette affaire. Je n'étais pas du tout, moi, de son avis. À ma grande surprise, c'est moi qui étais maintenant la moins raisonnable des deux. Miserrimus Dexter m'en accordait plus long que je ne lui en avais demandé. Il ne se contentait pas de démentir la prédiction de M. Playmore, il dépassait du tout au tout ma pensée. Je pouvais admettre l'innocence de Madame Bowley, mais je n'allais pas plus loin. Si la défense devant la cour avait été, comme il le disait, dans le vrai, alors, adieu mon espérance de faire reconnaître l'innocence de mon mari. Et je tenais à cette espérance comme à mon amour et à ma vie. « Parlez pour vous, m'écriai-je. Mon opinion sur la défense ne saurait varier. » Dexter tressaillit et fronça ses sourcils, comme si je l'avais désorienté et mécontenté. « Voulez-vous dire par là que vous êtes résolu à poursuivre votre projet ? » ?»« Assurément. » Il se mit si fort en colère qu'il en oublia sa politesse accoutumée. « Mais c'est absurde, c'est impossible !» s'écria-t-il avec un geste méprisant. « Vous venez de déclarer vous-même qu'en soupçonnant Madame Bowley,
Nous avions fait injure à une femme innocente. Est-il quelqu'un d'autre que nous puissions soupçonner? Il est ridicule de poser seulement cette question. Il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter les faits tels qu'ils sont, sans agiter plus longtemps ce problème de l'empoisonnement de Glenitch. C'est un enfantillage de discuter des conclusions aussi claires. Renoncez-y, renoncez-y. Vous pouvez vous mettre en fureur contre moi tant qu'il vous plaira, monsieur Dexter. Ni votre colère, ni vos arguments ne parviendront à me convaincre. Il se maîtrisa par un violent effort sur lui-même et retrouva son calme et sa politesse. « Fort bien, dit-il, permettez-moi de m'absorber un moment dans mes pensées. J'ai à faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'ici. » « Qu'est-ce que cela peut être, monsieur Dexter ? » « Je vais me mettre dans la peau de Madame Bolly et penser avec l'esprit de Madame Bolly. Laissez-moi, s'il vous plaît, me recueillir une minute. » Que voulait-il dire ? Quelle nouvelle métamorphose allait-il faire passer devant mes yeux ? Quel jeu de patience que cet être de pièces et de morceaux ! Il paraissait maintenant absorbé dans une méditation profonde, et, l'instant d'avant, il avait stupéfié Benjamin par les non-sens de son babil enfantin. On a dit, et avec raison, que, dans tout caractère d'homme, il y a plusieurs côtés à examiner. Les divers côtés du caractère de Dexter se succédaient si nombreux et si rapides devant moi que je n'en étais même plus à pouvoir les compter. Dexter leva la tête et fixa sur moi un regard pénétrant. « Je viens, dit-il, de quitter la peau de Madame Bolly, et j'en rapporte ce résultat. Nous sommes, vous et moi, deux téméraires, et nous avons été un peu trop prompts, vraiment, à tirer nos conclusions. » Il s'arrêta. Je gardai le silence. Était-ce un doute qui commençait à s'élever dans mon esprit sur son compte ? J'attendis et j'écoutais. « Je crois pleinement, continua-t-il, à la vérité de ce que vous a dit Lady Clarinda. Seulement, je vois, en y réfléchissant, que son récit admet deux interprétations. L'une à la surface, l'autre au fond. Je regarde sous la surface, dans votre intérêt. Et il me paraît possible que Madame Bolly ait été assez rusée pour aller au-devant du soupçon et se préparer un alibi. » J'ai honte d'avouer que je ne compris pas le sens de ce mot, alibi. Dexter s'aperçut que je ne suivais plus son raisonnement et s'expliqua plus clairement. « La femme de chambre, dit-il, a-t-elle été la complice passive de sa maîtresse ou a-t-elle été la main dont s'est servie sa maîtresse ? Allait-elle administrer la première dose de poison au moment où elle a traversé devant moi le corridor ? Madame Bolly a-t-elle passé la nuit à Édimbourg pour avoir sa défense prête dans le cas où le soupçon tomberait sur elle ? Le doute vague que je venais de concevoir prenait un corps quand j'entendais Dexter parler ainsi. L'avais-je absous un peu trop tôt de tout soupçon ? Tentait-il indirectement de faire renaître ma défiance contre Madame Bolly, ainsi que l'avait prédit M. Playmore ? Cette fois, je fus obligée de lui répondre. En le faisant, j'employais inconsciemment une des phrases dont l'homme de loi s'était servi devant moi lors de ma première entrevue avec lui. « Voilà, dis-je, qui me paraît tiré de loin, monsieur Dexter. » Je fus satisfaite de voir qu'il ne tenta pas un instant de défendre avec moi que c'était tiré de loin. « Quand je dis, ajouta-t-il, que cela est possible, je dépasse peut-être ma propre pensée. N'en parlons plus. » Et tout de suite, il reprit. « Cependant, que comptez-vous faire ? Si Madame Bolly n'est pas l'empoisonneuse, qui donc a commis le crime ? Elle est innocente. Eustache est innocent. Est-il une troisième personne que vous puissiez soupçonner ? Est-ce moi, voyons, qui l'aurais empoisonné ? S'écria-t-il. Ses yeux lançaient des éclairs, et sa voix s'élevait à son plus haut diapason. Pouvez-vous ? Quelqu'un peut-il me soupçonner ? Je l'aimais, je l'adorais. Je n'ai plus été le même homme depuis qu'elle est morte. Écoutez, je vais vous confier un secret. Mais ne le répétez pas à votre mari, vous détruiriez peut-être du coup notre mutuelle amitié. Je l'aurais épousée, avant qu'elle connût Eustache, si elle avait voulu accepter ma main. Quand les docteurs sont venus me dire qu'elle avait été empoisonnée, demandez au docteur Jérôme
ce que j'ai souffert. Pendant toute cette horrible nuit, je suis resté là, épiant le moment d'arriver jusqu'à elle. Dès que ce fut possible, je suis entré dans sa chambre et j'ai dit le dernier adieu à l'ange que j'aimais. J'ai sangloté sur elle. J'ai posé mes lèvres sur son front pour la première et la dernière fois. J'ai coupé une petite mèche de ses cheveux. Je la porte sur moi depuis ce temps. Je la couvre de baisers la nuit et le jour. Oh, Dieu, je revois sa chambre, je revois son visage. Regardez, regardez, regardez. Dexter tira de sa poitrine un petit médaillon attaché à un ruban qui entourait son cou. Il me le jeta et fondit en larmes. Un homme, à ma place, aurait su ce qu'il avait à faire. Je n'étais qu'une femme, et je me laissais aller à la compassion qui emplissait mon cœur. Je me levai et traversai la chambre pour aller jusqu'à Dexter. Je lui rendis son médaillon, et, d'un geste inconscient, je posai ma main sur l'épaule du pauvre affligé. « Je suis incapable de vous soupçonner, monsieur Dexter, dis-je avec douceur. Une telle idée n'est jamais entrée dans mon esprit. Je vous plains du fond de mon cœur. » Sur ces paroles bien simples, il s'opéra dans cet être bizarre la transformation la plus brusque et la plus inattendue à laquelle il m'eût fait encore assister. D'un mouvement que je ne pus ni prévoir ni arrêter, le malheureux saisit ma main dans les siennes et la couvrit d'ardents baisers. Stupéfaite, je jetai une exclamation d'horreur. « Au secours !» criai-je. La porte s'ouvrit. Benjamin parut sur la porte. Dexter abandonna ma main. Je courus à Benjamin pour l'empêcher d'entrer. Depuis que je connaissais le vieux serviteur de mon père, je ne l'avais jamais vu dans une colère semblable. Il était pâle. Lui, le vieil homme si patient et si doux. Il était pâle de fureur. Je n'eus pas trop de toute ma force pour le retenir sur le seuil. « Vous ne pouvez porter la main sur un estropié, lui dis-je. Envoyez chercher l'homme qui est dehors et qu'il l'emporte d'ici. » Je fis sortir Benjamin de la bibliothèque et je fermai la porte sur lui et sur moi. La bonne était dans la salle à manger. Je l'envoyai appeler le cocher de la voiture. Quand il arriva, Benjamin ouvrit la porte de son cabinet et s'y tint, sévère et sans dire un mot. C'était peut-être indigne de moi, mais je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil dans l'intérieur. Misérimous Dexter était enfoncé dans le fauteuil. Le cocher enleva son maître avec des précautions qui me surprirent. « Cachez-moi la figure !» lui dit Dexter d'une voix brisée. Le cocher ouvrit son grossier paletot de drap pilote et en couvrit la tête de Dexter. Puis il sortit en silence, emportant cette créature difforme dans ses bras, comme une mère emporte son enfant. 36. Ariel. Je passais une nuit sans sommeil. L'incroyable audace de Misérimous Dexter n'avait pas seulement soulevé en moi les indignations et les pudeurs de la femme. J'en considérais avec chagrin les conséquences, qui étaient pour moi des plus graves. Jusqu'ici, le but que j'avais donné à ma vie dépendait de mon entente avec Misérimous Dexter, et un obstacle insurmontable allait maintenant se dresser sur ma route. Même dans l'intérêt de mon mari, devais-je permettre à un homme, qui m'avait gravement offensé, d'approcher encore de moi? Je n'étais pas prude, mais je repoussais cette pensée. Je me levai tard, et je m'assis devant mon pupitre en m'efforçant de regagner assez d'énergie pour écrire à Monsieur Playmore. Mais je ne pus en venir à bout. Vers midi, Benjamin étant sorti pour quelques instants, la gouvernante entra m'annoncer qu'un autre visiteur se présentait pour moi à la grille de la villa. « C'est une femme, cette fois, madame. »« Ou quelque chose d'approchant, » me dit la digne femme d'un air de confidence. « Et c'est une grande, grosse, gauche, lourde créature, avec un chapeau d'homme sur la tête et une canne d'homme à la main. Elle dit qu'elle est chargée d'un billet pour vous, et qu'elle ne veut le remettre à personne qu'à vous-même. Je n'avais rien de mieux à faire que de ne pas la laisser entrer. N'est-il pas vrai ?» Reconnaissant à l'instant l'original du portrait qu'elle venait de tracer, j'étonnai grandement la gouvernante en consentant à recevoir immédiatement la messagère. Ariel entra dans la chambre.
Elle gardait, comme d'habitude, son silence stupide. Mais je remarquai en elle un changement qui m'étonna. Ses yeux hébétés étaient rouges et injectés de sang. Des traces de larmes, à ce qu'il semblait, étaient visibles sur ses grosses joues informes. Elle traversa la chambre, dans la direction de ma chaise, d'un pas moins déterminé que d'habitude. « Ariel, me demandai-je, serait-elle assez femme pour pleurer ?» Était-il dans les limites du possible qu'Ariel vint à moi, affectée par un sentiment de chagrin ou de peur ? « J'ai appris que vous apportiez quelque chose pour moi, lui dis-je. Ne voulez-vous pas vous asseoir ? » Elle me tendit une lettre, sans répondre et sans prendre une chaise. J'ouvris l'enveloppe. La lettre qu'elle renfermait était écrite par Miserrimus Dexter et contenait ces lignes. « Essayez d'avoir pitié de moi, si vous trouvez en vous un dernier reste de compassion pour un misérable qui a expié cruellement l'erreur d'un moment. Si vous pouviez me voir, vous avoueriez vous-même que ma punition a été assez rude. Pour l'amour de Dieu, ne m'abandonnez pas. Je n'étais pas en possession de moi-même lorsque le sentiment que vous avez éveillé en moi a été plus fort que ma volonté. Jamais plus je ne le laisserai voir. C'est un secret qui mourra avec moi. Puis-je espérer que vous croirez à ma parole ? Non, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas de vous fier à moi dans l'avenir. Si vous consentiez jamais à me revoir, que ce soit en présence d'une tierce personne chargée de vous protéger. Je mérite cela. Je m'y soumettrai. J'attendrai que le temps ait calmé vos sentiments de colère contre moi. Tout ce que je vous demande, aujourd'hui, c'est de me permettre d'espérer. Dites à Ariel, je lui pardonne, et un jour je lui permettrai de me revoir. Elle se le rappellera par amour pour moi. Si vous la renvoyez sans une réponse, ce sera m'envoyer dans une maison de fous. Demandez-le lui, si vous ne me croyez pas. Miserrimus Dexter. Après avoir lu cette étrange lettre, je regardai Ariel. Elle était debout, et les yeux fixés sur le plancher. Elle me tendait la canne qu'elle tenait à la main. « Prenez ce bâton », furent les premiers mots qu'elle me dit. « Pourquoi faire ?» demandai-je. Après une courte lutte contre son esprit rebelle, Ariel parvint à traduire lentement sa pensée en paroles. « Vous êtes irrité contre le maître. Passez votre colère sur moi. Battez-moi. »« Vous battre ? Vous, Ariel ?»« Mon dos est large, » dit la pauvre créature. « Je ne me défendrai pas, je supporterai les coups. Prenez le bâton. Ne le chagrinez pas. Vengez-vous sur mon dos. Battez-moi. » Elle me mit de force la canne dans la main et tourna vers moi ses pauvres épaules, attendant les coups. C'était à la fois horrible et touchant à voir. Des larmes me vinrent aux yeux. J'essayai, avec douceur et patience, de raisonner avec elle, mais en pure perte. Et l'idée d'attirer sur elle le châtiment qu'avait mérité son maître était la seule qui se fit jour dans son esprit. Elle répétait sans cesse « Ne le chagrinez pas, battez-moi !»« Qu'entendez-vous par le chagriner ?» demandai-je. Elle s'efforça d'expliquer sa pensée, mais sans trouver de mots pour la rendre. Comme un sauvage aurait pu le faire, elle eut recours à la pantomime pour expliquer ce qu'elle voulait dire. Elle alla à la cheminée, se coucha sur le tapis du foyer et se mit à regarder le feu avec des yeux égarés. Puis, prenant son front à deux mains, elle balança son corps de droite et de gauche, les yeux toujours fixés sur le feu. « Voilà comme il est !» s'écria-t-elle tout à coup. « Des heures et des heures, voilà comme il est. Il ne fait attention à personne et il pleure à cause de vous. » Le tableau vivant que me présentait Ariel rappelait à ma mémoire ce qui m'avait été dit sur l'état de santé de Dexter et l'opinion si nettement exprimée par le docteur sur les dangers qui l'attendaient dans l'avenir. Si j'avais pu résister à Ariel, j'aurais dû céder à la crainte vague des conséquences qui me troublaient en secret. « Cessez, cessez !» m'écriai-je. Mais elle continuait à se balancer devant l'âtre pour imiter son maître, son front dans ses mains et ses yeux fixés sur le feu.
Levez-vous, dis-je. Je vous en prie. Je ne suis plus fâchée contre lui. Je lui pardonne. Elle se releva sur les mains et sur les genoux, et attendit, les yeux fixés sur mon visage. Dans cette attitude, qui lui donnait plutôt l'apparence d'un chien que d'une créature humaine, elle répéta sa demande ordinaire quand elle voulait fixer dans sa mémoire des mots qu'elle avait intérêt à retenir. « Dites encore !» Je fis ce qu'elle demandait. Elle ne fut pas satisfaite. « Dites, comme il y a dans la lettre, » reprit-elle. « Dites, comme le maître m'a dit à moi. » Je jetai un regard sur la lettre, et je répétai alors, mot pour mot, à Ariel, les termes de la réponse que Dexter attendait. Je lui pardonne, et un jour, je lui permettrai de me revoir. D'un bond, Ariel fut sur ses pieds. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la chambre où nous nous trouvions ensemble, son morne visage s'éclaira d'une étincelle de vie. « C'est gai !» s'écria-t-elle. « Écoutez, pour voir si je peux le dire aussi, si je le sais bien par cœur. » Je lui fis la leçon comme à un enfant, et, syllabe par syllabe, je fixai dans sa mémoire le message qu'elle avait à reporter. « Maintenant, reposez-vous, lui dis-je, et laissez-moi vous donner quelque chose à manger et à boire, après votre longue course. » J'aurais tout aussi utilement adressé la parole à une chaise. Elle ramassa son bâton, et, poussant un farouche cri de joie, elle s'écria. « Je sais par cœur ! Ça rafraîchira la tête du maître. Hurrah !» Puis, s'élançant dans le corridor, elle se précipita dehors comme un animal sauvage s'échappant de sa cage. J'arrivai juste à temps pour la voir ouvrir la grille du jardin et se mettre en route d'un pas qui aurait rendu inutile toute tentative de l'atteindre et de l'arrêter. Je rentrai au salon, l'esprit occupé d'une question qui aurait rendu perplexe des têtes plus fortes que la mienne. Un homme désespérément et absolument mauvais pouvait-il inspirer un attachement aussi dévoué que celui dont Dexter était l'objet de la part de la femme qui venait de me quitter et du rude jardinier qu'il avait si doucement emporté la veille au soir? Qui pourrait décider cette question? Le plus grand misérable trouve toujours un ami, dans une femme ou dans un chien. Je repris ma place devant mon pupitre et j'essayai une seconde fois d'écrire à M. Playmore. En repassant dans ma mémoire tout ce que Miserrimus Dexter m'avait dit, comme principal élément de ma lettre, mon attention s'arrêta avec un intérêt tout particulier sur l'étrange explosion de sentiments qui l'avait amené à trahir le secret de sa passion insensée pour la première femme d'Eustache. Je revis l'effrayante scène dans la chambre mortuaire, la difforme créature pleurant sur le corps de la morte, dans le silence des premières heures d'une sombre matinée. L'affreux tableau, par une étrange possession, obsédait mon esprit. En vain, je me levais, je marchais dans le salon, je m'efforçais de donner un autre cours à mes pensées. L'image m'était trop présente et trop familière pour qu'il me fût possible de la chasser. J'avais visité la chambre mortuaire, j'avais regardé le lit, j'avais parcouru le corridor que Dexter avait traversé pour aller dire à la morte un dernier adieu. Le corridor. Je m'arrêtai. Mes pensées prirent soudain un autre cours, sans que ma volonté y fût pour rien. Quel autre souvenir, en dehors de ce qui concernait Dexter, s'associait dans mon esprit au souvenir du corridor? Était-ce quelque chose que j'avais vu durant ma visite à Glenitch? Non. Était-ce quelque chose que j'avais lu? Je saisis le compte-rendu du procès pour m'en assurer. Le livre s'ouvrit à la page qui contenait la déposition de la garde. Je relus cette déposition sans qu'elle me rappelât rien, jusqu'au moment où j'arrivai à ces lignes, tout à la fin de cette déposition. Avant l'heure du coucher, je suis remontée au premier, dans l'intention de faire la toilette de la morte pour son ensevelissement. La chambre où était le corps avait été fermée à clé, ainsi que la porte conduisant à la chambre de M. Macallan et celle qui s'ouvrait sur le corridor. Les clés de ces portes avaient été emportées par M. Gale. 2 domestiques mâles étaient postés en sentinelle hors de la chambre. Ils devaient être relevés à 4 heures du matin. C'est tout ce qu'ils purent me dire. Voilà ce que je cherchais dans ma mémoire à propos du corridor. Voilà ce dont j'aurais dû me souvenir.
quand Miserrimus Dexter m'avait parlé de sa visite à la morte. Comment, les portes étant fermées et les clés ayant été emportées par M. Gale, Dexter avait-il pu pénétrer dans la chambre mortuaire? Il n'y avait qu'une porte fermée dont M. Gale n'eut pas la clé. La porte de communication entre le cabinet d'études et la chambre à coucher. La clé manquait. Avait-elle été volée? Et Dexter était-il le voleur? Il pouvait avoir passé près des hommes en sentinelle, pendant qu'ils dormaient, ou après qu'ils eurent été relevés et quand le passage n'était plus gardé. Mais comment avait-il pu entrer dans la chambre, si ce n'est par la porte fermée du cabinet d'études? Il devait en avoir eu la clé, et il devait l'avoir fait disparaître plusieurs semaines avant la mort de madame Eustache Macallan. Quand la garde était arrivée pour la première fois à Glenitch, le 7 du mois, la clé manquait déjà. Elle en fait mention dans sa déposition. À quelle conclusion ces réflexions et ces découvertes me conduisaient-elles? Miserrimus Dexter, dans un moment d'agitation qui lui ôtait tout contrôle sur lui-même, avait-il inconsciemment placé le fil conducteur entre mes mains? La clé perdue était-elle le pivot sur lequel tournait tout le mystère de l'empoisonnement commis à Glenitch? Je revins pour la 3e fois à mon pupitre. La seule personne en qui je pouvais me confier pour trouver les réponses à ces questions était M. Playmore. Je lui écrivis une relation complète et minutieuse de tout ce qui était arrivé. Je le priai d'oublier et de pardonner la façon peu gracieuse dont j'avais reçu l'avis si bienveillant qu'il m'avait donné, et je lui promis par avance de ne plus rien faire sans l'avoir préalablement consulté dans la nouvelle phase où j'entrais maintenant. Le temps était beau pour la première fois de l'année, et, voulant prendre un peu de salutaire exercice, après les surprises et les préoccupations qui avaient rempli cette matinée, j'allais porter moi-même à la poste ma lettre à M. Playmore. À mon retour à la villa, je fus informé qu'une autre visiteuse m'attendait. Une visiteuse civilisée, cette fois, qui avait dit son nom. C'était ma belle-mère, madame Macallan. 38. Au chevet du blessé. Avant qu'elle eût prononcé une parole, je vis sur le visage de ma belle-mère qu'elle apportait de mauvaises nouvelles. « Eustache » m'écriai-je. Elle ne me répondit que par un regard de douleur. « Ah » repris-je, « parlez, parlez vite. Je peux supporter tout, hormis cette angoisse. » Madame Macallan, étendant la main, me montra une dépêche télégraphique qu'elle avait tenue cachée dans les plis de son vêtement. « Je me fie à votre courage, » dit-elle. « Avec vous, mon enfant, il est inutile de chercher de faux fuyants. Lisez ceci. » Je lus le télégramme. Il était signé par le chirurgien en chef d'une ambulance et daté d'un petit village du nord de l'Espagne. Il était ainsi conçu. « Monsieur Eustache, grièvement blessé, dans une rencontre, par une balle perdue. Pas en danger jusqu'à présent. On prend de lui tous les soins possibles. Attendez un autre télégramme. » Je détournai la tête et soutins de mon mieux l'affreuse douleur qui me déchira à la lecture de cette dépêche. Ah, combien profondément je l'aimais! Il me sembla que je ne l'avais pas su jusqu'à ce moment. Ma belle-mère passa son bras autour de moi et me serra tendrement sur son cœur. Elle me connaissait assez pour ne pas me parler en ce moment. Je rassemblai mon courage et lui montrai la dernière ligne du télégramme. « Est-ce que vous attendrez ?» demandai-je. « Pas un jour, » répondit-elle. « Je vais au Foreign Office pour un passeport. J'ai là des amis. On me donnera des lettres, des renseignements, des recommandations. Je pars ce soir par la malle de Calais. »« Vous partez ?» dis-je. « Est-ce que vous supposez que vous partirez sans moi ? Quand vous aurez votre passeport, demandez le mien. À 7 heures, ce soir, je serai chez vous. » Elle essaya de me faire quelques objections. Elle parla des dangers du voyage. Au premier mot, je l'arrêtai. « Ne savez-vous pas, mère, combien je suis obstinée ? On peut vous faire attendre au Foreign Office. Ne perdez donc pas ici ces heures précieuses. » Elle céda avec une bonne grâce qui n'était pas habituellement dans son caractère. « Quand mon pauvre Eustache saura-t-il quelle femme il possède ?» Elle ne dit pas autre chose. Elle m'embrassa et partit dans sa voiture. Mes souvenirs de ce voyage sont singulièrement vagues et imparfaits.
Quand je m'efforce de les rappeler, la mémoire des événements, plus nouveaux et plus intéressants, qui se sont passés à mon retour en Angleterre, se place au-devant de mes aventures en Espagne et les rejette dans un lointain plein d'ombre, où elles m'apparaissent comme arrivées il y a nombre d'années. Il me souvient confusément de retards et d'inquiétudes qui mirent à l'épreuve notre patience et notre courage. Parmi les amis que nous avons trouvés, grâce à nos lettres de recommandation, je me rappelle un secrétaire d'ambassade et un messager de la reine qui nous assistèrent et nous protégèrent dans une circonstance critique de notre voyage. Je vois passer dans mon esprit une longue succession d'hommes, également remarquables par leurs manteaux sales et leurs linges blancs, par leur courtoisie raffinée vis-à-vis des femmes et leur cruauté sauvage pour les chevaux. Le dernier, le plus important de ces souvenirs, le seul vivant et présent à jamais, c'est celui de la misérable chambre d'une sordide auberge de village dans laquelle nous trouvâmes notre pauvre bien-aimé. Gisant entre la vie et la mort, insensible à tout ce qui se passait dans l'étroit petit monde qui entourait son chevet. Il n'y avait rien de romanesque ou de singulier dans l'accident qui avait mis en danger la vie de mon mari. Il s'était aventuré trop près du théâtre d'un combat, une misérable affaire, pour porter secours à un pauvre diable qui était resté blessé sur le terrain, mortellement blessé, comme l'événement le prouva. Une balle atteignit Eustache en plein corps. Ses collègues de l'ambulance le retirèrent au risque de la vie et l'emportèrent à leur quartier. Il était leur Benjamin à tous, patient, charmant, brave. Il ne lui manquait qu'un peu plus de jugement pour être la plus précieuse recrue qu'eût faite leur vaillante confrérie. En me faisant ce récit, le chirurgien ajouta, avec bonté et délicatesse, quelques mots sur les précautions que j'aurais à garder. La fièvre causée par la blessure avait, comme d'habitude, amené avec elle le délire. L'esprit de mon pauvre mari, autant qu'on en pouvait juger par ses paroles incohérentes, était uniquement rempli de l'image de sa femme. L'infirmier qui le soignait en avait entendu assez pendant les instants qu'il avait passés auprès de lui pour convaincre le chirurgien que toute reconnaissance soudaine de ma personne aurait pour le blessé, s'il revenait à lui, les plus funestes conséquences. Dans l'état des choses, je pouvais prendre mon tour de garde auprès de lui et le soigner sans qu'il y eût la plus petite chance qu'il s'en aperçût. Et cela pouvait durer des semaines. Mais quand le jour viendrait où il serait déclaré hors de danger, si ce bienheureux jour arrivait jamais, je devais quitter son chevet et attendre pour me montrer que le chirurgien m'en donnât la permission. Ma belle-mère et moi, nous nous relevions l'une l'autre régulièrement, la nuit comme le jour, dans la chambre du malade. Pendant ces heures de délire, heures qui revenaient avec une impitoyable régularité, mon nom était toujours sur les lèvres enfiévrées de mon pauvre adoré. L'idée qui le dominait était cette unique et effroyable pensée que j'avais en vain combattue dans notre dernière entrevue. En présence du verdict prononcé par le jury, il était impossible que même sa femme pût réellement et sincèrement être convaincue de son innocence. Tous les rêves insensés qu'évoquait son imagination désordonnée étaient inspirés par cette persuasion obstinée. Il se figurait que je vivais encore avec lui, dans ces affreuses conditions. Quoi qu'il pût faire, je lui rappelais toujours la terrible épreuve par laquelle il avait passé. Il jouait son propre personnage, et il jouait le mien. Il m'offrait une tasse de thé, et je lui disais « Nous avons eu une discussion hier, Eustache. La tasse est-elle empoisonnée ?» Il m'embrassait, en gage de réconciliation, et je me mettais à rire, et je lui disais « Nous sommes au matin, mon amour. Mourrai-je ce soir à 9 heures ?» J'étais malade et alitée, et il me présentait une médecine. Je le regardais d'un œil soupçonneux en lui disant « Vous aimez une autre femme ? Y a-t-il dans la médecine quelque chose que le médecin ne connaisse pas ?» Tel était l'horrible drame qui se jouait continuellement dans son cerveau. C'est par centaines et centaines de fois que je le lui ai entendu répéter, presque toujours dans les mêmes termes. Dans d'autres crises, ses pensées se portaient sur mon projet désespéré de prouver son innocence. Quelquefois, il en riait, quelquefois, il s'en affligeait.
Ou bien il imaginait des ruses pour mettre, sans que je m'en aperçusse, des obstacles sur mon chemin. Il était particulièrement dur pour moi quand il inventait ses stratagèmes et ses empêchements. Il recommandait énergiquement aux personnes imaginaires dont il se croyait entouré de ne pas hésiter à me faire souffrir, à me torturer. Ne faites pas attention si vous l'irritez. Ne faites pas attention si vous la faites pleurer. C'est pour son bien. C'est pour la sauver du danger, dont la pauvre insensée ne se doute pas. Il ne faut pas avoir pitié d'elle quand elle vous dit qu'elle fait cela pour moi. Elle va se faire insulter, elle va se faire abuser, elle va se compromettre, sans le savoir. Arrêtez-la! Arrêtez-la! C'était une faiblesse de ma part, je le sais bien. Je n'aurais pas dû oublier un instant qu'il n'avait pas sa raison. Il n'en est pas moins vrai que beaucoup de ces heures passées au chevet de mon mari furent pour moi des heures de mortification et de douleur dont le pauvre ami était l'unique et innocente cause. Les semaines s'écoulaient, et il était toujours ballotté entre la vie et la mort. Je laissais passer les jours sans en garder le compte, et je ne peux pas me remémorer maintenant la date exacte où se manifesta le premier changement favorable. Je me rappelle seulement que ce fut au lever du soleil, par un beau matin d'hiver, que nous fûmes enfin soulagés du lourd poids de l'incertitude. Le chirurgien se trouvait auprès du lit quand son malade s'éveilla. La première chose que fit le docteur, après avoir examiné Eustache, fut de me prévenir par un signe de garder le silence et de me tenir hors de vue. Ma belle-mère et moi, nous savions toutes les deux ce que cela signifiait. Le cœur plein, nous remerciâmes ensemble Dieu, qui nous rendait, à moi, mon mari, à elle, son fils. Le soir du même jour, me trouvant seule avec ma belle-mère, nous nous hasardâmes à parler de l'avenir, pour la première fois depuis que nous avions quitté l'Angleterre. « Le chirurgien m'informe, me dit madame Macallan, que Eustache est trop faible pour pouvoir supporter, d'ici à quelques jours, rien qui ressemble à une émotion ou à une surprise. Nous avons du temps pour examiner s'il convient de lui apprendre qu'il doit la vie autant à vos soins qu'aux miens. Votre cœur peut-il vous permettre de le quitter, Valéria, maintenant que la miséricorde de Dieu nous l'a rendu ? » « Si je ne consultais que mon cœur, répondis-je, je ne le quitterais jamais plus. » Madame Macallan me regarda avec une expression de grave surprise. « Que pouvez-vous avoir à consulter en dehors de votre cœur ? Demanda-t-elle. « Si lui et moi nous vivons, répliquai-je, j'ai à penser au bonheur de sa vie et au bonheur de la mienne durant les années à venir. Je puis supporter beaucoup, mère, mais je ne saurais supporter la douleur de le voir me quitter une seconde fois. »« Vous lui faites tort, Valéria. Je crois fermement que vous lui faites tort, en admettant la possibilité qu'il lui vienne l'idée de vous quitter encore. Chère madame Macallan, avez-vous donc déjà oublié ce que nous lui avons entendu dire de moi pendant que nous veillions à son chevet ? Nous avons entendu les divagations d'un homme en délire. Ne serait-il pas bien dur de rendre Eustache responsable de ce qu'il a dit alors qu'il n'avait pas sa raison ? Il est plus dur encore de résister à sa mère, alors qu'elle plaide pour lui. Oh, la meilleure des amies. Je ne rends pas Eustache responsable de ce qu'il a dit sous l'empire de la fièvre, mais je vois là un avertissement. Les plus folles paroles que nous ayons entendues sortir de ses lèvres ne sont toutes que l'écho fidèle de celles qu'il m'a dites à moi alors qu'il était en pleine possession de la force et de la santé. Quel espoir puis-je conserver qu'il revienne à la vie avec d'autres dispositions d'esprit à mon sujet ? L'absence n'a pas changé ses idées. Dans le délire de la fièvre, comme en pleine santé, il garde sur moi le même doute affreux. Je ne vois qu'un moyen de le ramener à moi, c'est de détruire dans leurs racines les raisons qu'il a de m'abandonner. Essayer encore de lui persuader que je crois à son innocence serait inutile. Il faut lui démontrer que cette croyance n'est plus nécessaire. Il faut lui prouver que son innocence ne peut plus faire doute, ni pour moi, ni pour personne. Valéria, Valéria, vous perdez du temps et des paroles.
Vous avez tenté l'expérience, et vous savez aussi bien que moi que vous vous proposez l'impossible. » Je n'avais rien à répondre à cela. Je ne pouvais rien dire de plus que ce que j'avais déjà dit. « Voyons, admettons que vous retourniez chez Dexter, poussé par la compassion pour un fou et un pauvre malheureux qui vous a grossièrement injurié. Vous ne pouvez y aller qu'accompagné, bien entendu, par moi ou par quelque personne sûre. Vous pouvez rester assez longtemps seulement pour égayer l'imagination extravagante de cette créature et pour calmer, pendant un moment, sa cervelle détraquée. Supposons même que Dexter soit encore capable de vous aider dans quelques moments lucides. Cela peut-il durer? Pouvez-vous rester longtemps avec cet homme sur le pied d'une estime réciproque et d'une confiante familiarité, en le traitant en un mot comme un ami intime? Répondez-moi honnêtement. Pourriez-vous vous résoudre à cela après ce qui s'est passé chez M. Benjamin? J'avais raconté à ma belle-mère ma dernière entrevue avec Miserrimus Dexter, à cause de la confiance naturelle qu'elle m'inspirait comme parente et comme compagne de route. Et voilà l'usage qu'elle faisait de mon renseignement. Je n'avais sans doute aucun droit de la blâmer. Le but justifie les moyens. Je n'avais qu'un choix à faire dans tous les cas, me fâcher ou lui répondre. Je lui répondis. J'avouais que je ne pourrais de nouveau permettre à Miserrimus Dexter de me traiter avec familiarité, comme un confident ou comme un ami intime. Madame McCallan se servit sans pitié de l'avantage qu'elle venait de remporter. « Eh bien, dit-elle, cette dernière ressource venant à vous manquer, quelle chance vous resterait-il? Quels moyens emploieriez-vous » Je ne savais pourquoi, mais il ne m'était pas possible de trouver une seule réponse à ces questions. Je me sentais tout étrange. Je ne me retrouvais plus. Encouragée par mon silence, Madame McCallan frappa le dernier coup qui devait achever sa victoire. « Mon pauvre Eustache est faible et fantasque, dit-elle. Mais il n'est pas ingrat. Mon enfant, vous lui avez rendu le bien pour le mal. Vous lui avez prouvé combien votre amour est sincère et dévoué, en souffrant pour lui toutes les peines, en vous exposant à tous les dangers. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en lui. Il ne pourra vous résister. Laissez-lui voir votre visage chéri, qu'il a toujours devant les yeux, même dans ses rêves, et qu'il contemple avec tant d'amour et de bonheur, ma fille, et il sera de nouveau à vous pour la vie. » Elle se leva, elle posa ses lèvres sur mon front, sa voix prit un accent de tendresse qui m'était inconnu. « Dites oui, Valéria, et vous serez pour moi, comme pour lui, plus chère encore que vous ne l'avez jamais été. » Mon cœur passa de son côté, mon énergie était à bout. Aucune lettre de M. Playmore n'était venue me guider et m'encourager. J'avais résisté si longtemps, et si vainement, j'avais fait tant d'efforts, j'avais tant souffert, j'avais rencontré de si amères déceptions, de si cruelles douleurs. Et puis Eustache était là, dans la chambre voisine, luttant péniblement pour revenir à la connaissance et à la vie. Comment aurais-je pu persister? En disant oui, si Eustache confirmait la confiance que sa mère avait en lui, je disais adieu à la plus chère ambition, au plus doux et au plus noble espoir de ma vie. Je le savais. Et je dis oui. C'en était donc fait. Il allait falloir renoncer au grand combat et entrer dans la voie de la résignation en m'avouant vaincu. Ma belle-mère et moi nous couchions ensemble sous l'unique abri que l'auberge pouvait nous offrir, une sorte de grenier sous les combles de la maison. La nuit qui suivit notre conversation fut cruellement froide. Nous sentions l'âpreté de la température sous nos robes de chambre et nos manteaux de voyage étendus sur nous. Ma belle-mère dormait, mais le sommeil ne vint pas pour moi. J'étais trop inquiète, trop malheureuse, en pensant aux changements survenus dans ma position, et trop tourmentée par mes doutes sur la façon dont mon mari me recevrait, pour qu'il me fût possible de dormir. Quelques heures s'étaient écoulées, et j'étais toujours absorbée dans mes tristes pensées, quand, tout à coup, j'eus conscience d'une nouvelle, d'une étrange sensation, qui m'étonna et m'inquiéta. Je me dressai sur mon séant, dans le lit, respirant à peine et toute troublée. Ce mouvement éveilla ma belle-mère.
« Êtes-vous malade ?» me demanda-t-elle. « Qu'avez-vous » J'essayais de lui expliquer, aussi bien que possible, ce que je ressentais. Avant même que j'eusse fini, elle parut comprendre. Elle m'attira tendrement dans ses bras et me pressa contre sa poitrine. « Ma pauvre innocente enfant, dit-elle, est-il possible que vous ne vous doutiez pas de ce que c'est ? Faut-il réellement que je vous le dise ?» Alors, tout bas, elle murmura quelques mots à mon oreille. Ah, de ma vie, oublierai-je la tempête de sentiments que ces quelques mots éveillèrent en moi, le singulier mélange de bonheur, de crainte, de surprise, de soulagement, d'orgueil et d'humilité qui remplit tout mon être et, à partir de ce moment, fit de moi une nouvelle femme. Maintenant, je le savais, si Dieu m'accordait quelques mois encore d'existence, je pouvais espérer la plus pure, la plus sacrée de toutes les joies humaines, la joie d'être mère. Je ne sais comment le reste de la nuit se passa. Mes souvenirs ne me reviennent qu'au moment de la matinée où j'allais respirer l'air glacial de l'hiver dans la plaine marécageuse qui se trouvait derrière l'auberge. J'ai dit que je me sentais une femme nouvelle. Le matin me trouva avec une nouvelle résolution et une nouvelle énergie. Quand je songeais maintenant à l'avenir, ce n'était plus seulement à mon mari que j'avais à penser. L'honneur de son nom ne nous intéressait plus seuls, lui et moi. Il allait bientôt devenir le plus précieux héritage qu'il laisserait à son enfant. Qu'avais-je fait, grand Dieu, dans l'ignorance de cette situation nouvelle ? J'avais renoncé à l'espoir de laver son nom de la tache, si légère qu'elle fût, qui y était imprimée. Notre enfant serait exposé à entendre les méchants lui dire « Ton père a passé en jugement pour le plus vil de tous les assassinats, et il n'a jamais été absolument acquitté des charges qui pesaient sur lui. » Pouvais-je affronter les glorieux périls de l'enfantement avec cette possibilité constamment présente à mon esprit ? Non, non, pas avant d'avoir tenté de nouveaux efforts pour sonder et pénétrer la conscience de Miserrimus Dexter. Non, non, pas avant d'avoir recommencé à la lutte et fait briller à la lumière du jour la vérité qui justifierait l'époux et le père. Je revins à la maison, ranimé et déterminé. J'ouvris mon cœur à mon ami, à ma mère, et je lui dis franchement le changement qui s'était opéré en moi depuis la dernière fois que nous avions parlé de Stache. Elle fut plus que contrariée, elle se montra presque offensée. Quoi ? Un secours providentiel se présentait ? Le bonheur qui allait nous venir établirait un nouveau lien entre mon mari et moi. Toute autre considération devant celle-là n'était que folie pure. Si je quittais en ce moment Eustache, il deviendrait un être sans cœur et sans raison. Je regretterais jusqu'à la fin de mes jours d'avoir laissé échapper la plus heureuse chance que put m'offrir ma vie d'épouse. J'eus à livrer un rude combat. Bien des doutes cruels vinrent m'assaillir. Mais cette fois, je demeurai ferme. L'honneur du père, l'héritage de l'enfant, j'avais sans cesse ces deux pensées présentes à mon esprit. Quelquefois, l'appui que je cherchais me faisait défaut, et alors, comme une pauvre insensée, je me laissais aller à une explosion de larmes, dont j'avais toujours honte ensuite. Même mon obstination naturelle, pour parler comme ma belle-mère, finit par prendre le dessus. De temps en temps, je jetais des regards furtifs sur Eustache pendant qu'il dormait, et cela aussi me venait en aide. Ces courtes échappées près de mon mari, quoiqu'elles fissent parfois tristement saigner mon cœur, me laissaient néanmoins plus forte. Explique qui pourra cette contradiction. Je fis une concession à ma belle-mère. Je consentis à attendre 2 jours avant de prendre mes dispositions pour mon retour en Angleterre. Elle pouvait espérer que je changerais d'avis dans l'intervalle. Bien me prit de lui avoir cédé dans cette mesure. Le second jour, c'est-à-dire la veille de mon départ, le chirurgien en chef de l'ambulance envoya chercher au bureau de poste de la ville voisine les lettres qui pouvaient être à son adresse ou confiées à ses soins. Le messager rapporta une lettre pour moi. Je crus reconnaître l'écriture, et je ne me trompais pas. La réponse de M. Playmore me parvenait enfin.
Si un changement de résolution avait pu entrer dans mes idées, la lettre de cet excellent ami serait arrivée à temps pour m'en préserver. Je détache de cette lettre les passages essentiels et qui montrent quel encouragement j'y pouvais trouver dans un moment où j'avais tant besoin d'être réconforté par des paroles amicales. « Laissez-moi vous dire, écrivait M. Playmore, ce que j'ai fait pour vérifier la conclusion qu'indique votre lettre. J'ai retrouvé l'un des domestiques mis en sentinelle dans le corridor durant la nuit qui a suivi la mort de la première femme de M. Eustache, à Glenitch. Cet homme se rappelle parfaitement que Miserrimus Dexter apparut soudainement devant lui et devant ses camarades, longtemps après que le silence de la nuit régnait partout dans la maison. Dexter leur dit « Vous ne verrez, je suppose, aucun inconvénient à ce que j'aille lire dans le cabinet d'études. Je ne puis dormir après ce qui est arrivé, et j'ai besoin de distraire mon esprit de manière ou d'autre. » Ces hommes n'avaient pas d'ordre pour empêcher personne d'entrer dans le cabinet d'études. Ils savaient que la porte de communication avec la chambre à coucher était fermée et que les clés des 2 autres portes, qui y donnaient accès, étaient en la possession de M. Gale. Ils laissèrent donc Dexter entrer dans le cabinet d'études. Il ferma la porte qui s'ouvrait sur le corridor, et resta là pendant quelque temps. Ce temps, il le passa pour les domestiques en sentinelle dans le cabinet d'études, mais pour nous, dans la chambre mortuaire. Cela résulte avec évidence de ce qui lui est échappé dans son entrevue avec vous. Maintenant, il ne pouvait entrer dans la chambre, comme vous l'avez à bon droit supposé, que par un seul moyen, la possession de la clé perdue. Combien de temps resta-t-il là ? C'est ce que je n'ai pu découvrir. Mais ce point est de peu d'importance. Le domestique se rappelle qu'il sortit du cabinet d'études, pâle comme un mort, et qu'il passa devant eux sans dire un mot, pour reprendre le chemin de sa chambre. Tels sont les faits. La conclusion à laquelle ils conduisent est grave au plus haut degré. Il justifie tout ce que je vous ai conté dans mon cabinet à Édimbourg. Vous vous rappelez ce qui a été dit entre nous ? Je n'ai pas besoin d'y revenir encore. En ce qui vous concerne, vous avez innocemment éveillé chez Miserrimus Dexter un sentiment que je n'essaierai pas de caractériser. Il y a quelque chose, je l'ai constaté moi-même, dans vos traits et surtout dans votre démarche, qui peut rappeler la défunte Madame Eustache à ceux qui l'ont bien connue. Ces rapports lointains ont dû nécessairement produire de l'effet sur l'esprit malade de Dexter. Sans nous étendre sur ce sujet, permettez-moi seulement de vous rappeler qu'il s'est montré, comme conséquence de l'influence que vous exercez sur lui, incapable, dans ces moments d'agitation, de réfléchir avant de parler quand il se trouve en votre présence. Il n'est pas simplement possible, il est grandement probable qu'il se trahira encore plus sérieusement qu'il ne l'a fait déjà, si vous lui en donnez l'occasion. Je vous devais, sachant quel intérêt vous guide, de m'expliquer nettement sur ce point. Je ne fais aucun doute que vous ne vous soyez rapproché d'un grand pas du but que vous vous proposez d'atteindre. Je vois dans votre lettre et dans mes découvertes la preuve palpable que Dexter doit avoir eu avec la défunte de certains rapports que nous ignorons, rapports innocents, j'en suis certain, du moins en ce qui la concerne, et cela non seulement au moment de la mort, mais quelques semaines auparavant. Je ne saurais dissimuler, ni à moi-même ni à vous, la ferme persuasion où je suis, que si vous réussissez à connaître la nature de ces relations, vous arriverez, selon toutes les probabilités humaines, à prouver l'innocence de votre mari. C'est mon devoir d'honnête homme d'en convenir avec nous. C'est mon devoir d'honnête homme aussi d'ajouter que, même avec la récompense que vous avez en vue, je ne puis en conscience vous conseiller de risquer tout ce que vous avez à risquer en voyant Miserrimus Dexter. Dans cette difficile et délicate matière, je ne puis ni ne veux assumer aucune responsabilité. La décision finale ne peut être laissée qu'à vous-même. La seule faveur que je vous supplie de m'accorder, c'est de me faire connaître, aussitôt que vous serez fixé, la résolution que vous aurez prise. Les difficultés que mon digne correspondant pressentait n'étaient pas des difficultés à mes yeux. Je ne possédais pas, en matière judiciaire, l'esprit pratique de M. Playmore,
et mon parti de revoir Miserrimus Dexter était pris, quoi qu'il en pût advenir, avant que j'eusse terminé la lecture de la lettre. La malle-poste pour la France traversait la frontière le lendemain. Il y avait pour moi une place à prendre, sous la protection du conducteur. Sans consulter âme qui vive, téméraire et allant comme toujours tête baissée, je la pris. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce, ou liker, ou mettre un commentaire. À bientôt.